Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du wellness. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir en direct du Maroc, Casablanca, nous avons Valérie Lascar. Elle Fassi. Bonsoir Valérie. Bonsoir, bonsoir Yardena, bonsoir tout le monde. Je Je suis suis ravie d'être avec vous pour cette conférence que je devais animer depuis longtemps, mais voilà, le bon moment est arrivé et d'accord. Donc, j'espère. donc Valérie, tu es psychologue clinicienne. Tu es psychothérapeute cognitive comportementale et addictologue et encore et j'en passe. Et ce soir, Valérie, tu vas nous parler de nos enfants face à nos écrans, face aux écrans, face aux jeux vidéo. Faut-il s'en inquiéter? Comment les accompagner, vu que tu es professionnelle dans ce domaine? Donc, on va te donner la parole et je te remercie infiniment d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi Yardena, merci vraiment pour ton invitation et vraiment je suis très honorée de faire partie de toutes ces femmes magnifiques qui font ces conférences. J'en ai suivi quelques-unes, c'est vraiment du haut niveau, c'est toujours passionnant, des sujets hyper intéressants, hyper enrichissants. Et je suis ravie vraiment de participer à ce cycle de conférences qui, j'espère, aura beaucoup de succès. Et vraiment, parce que ça mérite d'être écouté, d'être suivi par beaucoup plus de monde. Donc, on va essayer aussi de communiquer dans ce sens pour que plus de monde participe, vraiment. Voilà, alors ce soir, je vais vous parler effectivement des jeux vidéo, des multimédias, des écrans en général et, et de est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas? Est-ce que c'est un problème aujourd'hui? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vraie problématique, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Les écrans sont là, ils sont partout. Des études montrent qu'il y a en moyenne 7 écrans par foyer. Entre les télévisions, les tablettes, les PC, les smartphones, etc., on se retrouve dans une maison, enfin, il suffit de compter, on ne sait plus combien on en a. Voilà, donc c'est partout. Les enfants sont hyper connectés de plus en plus tôt, et ils ont devant eux des contenus de plus en plus élaborés. Donc avant, on avait des petits jeux vidéo tout simples, tout mignons. Aujourd'hui, c'est des univers parallèles pratiquement. Donc voilà. Alors, comment nous, on peut gérer tout ça en tant que parents? C'est un peu nouveau, on n'a pas connu tout ça dans notre enfance, on n'a pas de cadre de référence, on ne sait pas trop comment faire. Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions et, et surtout, on va essayer de ne pas trop diaboliser non plus. C'est nécessaire, c'est là, on en a besoin. Il y a certainement des avantages, il y a aussi des inconvénients. Euh, alors, on peut aussi parfois parler d'addiction. On va voir dans quel cadre on peut parler d'addiction. Et puis, surtout, on va essayer de donner quelques outils, quelques recommandations pour les parents. Voilà. Donc, on va commencer peut-être par le positif, les avantages. Alors, quels sont les avantages de tout ça? On a tendance à croire que c'est vraiment que du négatif, qu'il n'y a plus que ça, qu'il n'y a plus de vie sociale, qu'il n'y a plus de, euh, que, que, que tout part à la dérive. Mais en réalité, c'est quand même des outils formidables, paradoxalement, de sociabilisation, parce qu'il faut quand même voir que ça permet une certaine façon de se sociabiliser. Comment? Tout simplement en étant dans son époque, dans les moyens de communication d'aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un jeune qui ne se connecte pas, qui ne rentre pas sur les réseaux sociaux, qui communique pas avec ses amis de cette façon-là, il va s'isoler d'une certaine manière parce qu'il ne sera pas dans l'air du temps, quoi. Donc forcément, c'est une manière de se sociabiliser. Les jeux vidéo aussi,
Alors, on a tendance à voir son enfant derrière son jeu tout seul, mais il faut savoir que c'est rare qu'un enfant joue seul à un jeu vidéo. En fait, souvent, il joue avec ses copains, même en ligne. Ou alors, même s'il joue tout seul, après, il va en parler avec eux. Ça rentre dans une espèce de mouvement social avec les copains, la récré, à quoi tu joues, où tu en es, à quelle étape, à quel stage, tout ça, c'est vraiment un facteur de sociabilisation. C'est une manière de jouer d'aujourd'hui. Voilà. Après, il faut savoir aussi que il y a des études qui ont montré que ça peut améliorer certaines fonctions cognitives. La concentration, paradoxalement. Je vais vous expliquer, il y a un paradoxe par rapport à la concentration. Je vais y revenir plus tard. Mais en tout cas, on voit que les enfants sont bien concentrés sur leurs dessins animés, sur leurs jeux vidéo, tout ça. Ça stimule la rapidité. Il faut réagir vite, il faut apprendre à se débrouiller. Donc, la stratégie, il faut être créatif dans certains jeux, il faut inventer des trucs, construire, machin. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis, c'est ludique. C'est une manière de jouer, encore une fois. Après, il ne faut pas qu'elle soit exclusive, mais ça fait partie du jeu. Et les enfants ont besoin de jouer jusqu'en fin d'adolescence. Ils ont besoin de jouer. Ça fait partie de la panoplie de jeux qu'ils peuvent avoir. Là, je parle des jeux vidéo. Après, aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est pareil. C'est la communication, c'est la sociabilisation. Il y a des jeux aussi qui sont narratifs, où il y a toute une histoire qui se construit, où l'enfant est le héros de cette histoire. Alors, il va raconter à ses copains où il en est de l'histoire. Après, bon, on verra que ça serait aussi bien de faire participer les parents de ce côté narratif, quoi. On verra dans les recommandations comment faire participer les parents. Alors, c'est aussi un rituel de passage, un rituel initiatique. On n'en parle pas beaucoup, mais de jouer à des jeux vidéo qui, en fait, parfois même un peu violents, ça peut faire peur, mais il faut savoir que les enfants de tout temps, ils ont besoin, à une certaine étape de leur développement, de se dépasser et de faire un peu comme les grands, de manière à faire ce rituel de passage pour pouvoir en fait se dire que c'est plus un bébé, quoi, que maintenant il joue à tel jeu. Voilà. Après, le problème, c'est de rester là-dedans, mais s'il peut, si c'est juste temporaire, il a appris à y jouer, voilà, c'est fait, après il passe à autre chose, il n'y a pas de souci. Alors, dans les inconvénients, on va encore retrouver le problème de l'attention. Alors là, il est à la fois dans les avantages et dans les inconvénients. Alors, le problème de l'attention, il faut savoir qu'il y a deux manières, enfin, il y a deux systèmes d'attention dans le cerveau. Il y a un système qu'on appelle le système d'alerte et il y a un système qui s'appelle le système de contrôle volontaire. Alors, dans tout ce qui est écran, ça va stimuler ce qu'on appelle le système d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de lumière, il se passe tellement de choses que c'est l'information qui vient à soi et que ça stimule en permanence le cerveau. Et du coup, il n'y a aucun effort à faire pour se concentrer. Par contre, dans les tâches de concentration classiques à l'école, là, on a besoin du système de contrôle volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas l'information qui vient à moi, mais c'est moi qui dois aller la chercher. Donc, il y a un effort à fournir. Et quand l'enfant il s'habitue à avoir toujours des informations qui viennent à lui de manière passive et avec plein de lumière et que ça le stimule tout le temps, ben, à contrario, il va s'ennuyer dans les tâches plus classiques et du coup, ben, on va voir apparaître ce qu'on appelle les troubles de l'attention. Voilà. Donc, parmi les inconvénients, il y a ça. Il y a aussi, bien entendu, le temps passé devant ces écrans, ben, c'est un temps qui est perdu pour faire d'autres choses. Dans une journée, il n'y a toujours que 24 heures. Avant, il n'y avait pas tout ça. Ben, c'était du temps pour plein d'autres choses. Et là, ben, c'est un temps en moins pour des activités peut-être plus enrichissantes, plus physiques, enfin, pour beaucoup d'autres choses. Ensuite, il y a le risque d'isolement. Effectivement, l'enfant, il est seul face à son écran, il risque
de se couper du monde, de passer moins de temps avec sa famille, moins de temps à table, moins de temps de discussion. Par exemple, une télé qui est constamment allumée, ben, ça va empêcher une famille de communiquer. Pour les tout petits, alors là, c'est terrible parce que les tout petits, ils ont besoin du regard du parent, ils ont besoin de cette communication naturelle. Et quand on est pris chacun dans ses écrans, ben, il n'y a plus cette communication. C'est terrible pour les petits-enfants. Alors, avant 3 ans, vraiment, on va voir ça dans les recommandations, c'est niet, aucun écran. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme inconvénient? C'est les troubles alimentaires. Un enfant qui va passer son temps sur les jeux vidéo, sur les écrans, ben, il va pas se mettre à table avec tout le monde, il va pas manger aux heures des repas, il va grignoter pendant qu'il regarde son dessin animé. Et ça peut créer comme ça des troubles du comportement alimentaire, de l'obésité et ce genre de problèmes. Après, alors, un des inconvénients aussi, dont j'aimerais parler, c'est le problème de l'immédiateté de l'information qu'on peut avoir avec les outils numériques. Alors, les enfants, ils s'habituent comme ça à avoir tout de suite. En cliquant sur un bouton, il y a tout qui arrive à l'instant précis. Et du coup, ben, ça fait des enfants qui sont intolérants à la frustration, qui veulent tout de suite, voilà, et après, et en fait, ce que ça occasionne, alors, c'est à double tranchant encore une fois, parce que le fait de passer d'un écran à l'autre, d'une application à l'autre, ça montre quand même une certaine flexibilité mentale. Ils sont multitâches, ils peuvent passer vite d'un truc à l'autre qui a complètement rien à voir. Mais le problème, c'est qu'après, ça crée une pensée qu'on appelle la pensée zapping. C'est-à-dire que c'est une pensée où on ne va pas au bout des choses, où on ne va pas approfondir, où on ne va pas analyser. Ça va être très superficiel comme ça. Et puis une certaine impatience. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une information à aller chercher ou quoi, ben ça y est, dès qu'on l'a, on ne va pas chercher à aller plus loin, on va passer à autre chose. Voilà, c'est tout vite, tout de suite, tout maintenant et sans attendre. Voilà. Alors, ce qu'il y a encore, je voulais parler de l'externalisation cognitive. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les smartphones et tous ces outils, ils vont permettre ils vont en fait remplacer certaines fonctions cognitives. Par exemple, eh ben, au lieu de faire un calcul mental, ben, on va utiliser une calculatrice. Voyez? Ou alors, au lieu de mémoriser des choses, ben, c'est le téléphone qui va les mémoriser. Donc, l'outil informatique va venir remplacer ben, certaines fonctions du cerveau. Et là, c'est vraiment un problème. Ça peut être aussi un avantage dans certains cas pour certains enfants avec des handicaps, avec des problèmes de dyslexie, des choses comme ça. On peut se servir de ces outils pour les aider. Mais quand un enfant n'a pas besoin de ça et qu'au lieu de lire un texte, il va le mettre en mode énoncé, que c'est Siri qui va lui lire, ben là, c'est un problème. Voilà, donc ce genre de choses, ça peut poser problème, effectivement. Donc, on appelle ça l'externalisation cognitive. Je l'ai découvert en faisant les recherches pour cette conférence et je trouvais ça intéressant. Alors, voilà. Donc, il y a quand même des dangers. Les dangers des jeux vidéo, ça va être aussi la gratuité. Alors, il faut savoir que rien n'est gratuit dans ce monde. Avant, on achetait un jeu vidéo, ça coûtait cher, mais bon, on l'avait, on le gardait, on jouait avec autant qu'on voulait. Aujourd'hui, on a des jeux gratuits. On croit que c'est gratuit, mais le problème, c'est que on commence à jouer et puis après, on va nous proposer tiens, il faut acheter telle arme pour pouvoir avancer dans le jeu ou tel vêtement pour changer d'avatar, etc. Donc, il faut faire attention à ça et surtout ne pas entrer dans le paiement des jeux. Ça, vraiment, il faut que ça soit un des premiers interdits.
Il faut absolument interdire aux enfants de payer quoi que ce soit avec du vrai argent. Alors, parce qu'il faut savoir en fait qu'aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. C'est-à-dire que tous ces concepteurs de jeux vidéo, de plateformes en ligne, tout ça, tout Internet en fait est basé sur l'économie de l'attention. C'est-à-dire que rien n'est payant, mais ce qui paye, c'est l'attention des gens. C'est-à-dire plus ils captent l'attention des gens et plus ils gagnent en fait. C'est sur ça qu'ils misent. Alors, comment ils font pour capter l'attention? Eh ben, ils vont faire, par exemple, des jeux avec des mondes persistants. Alors ça, c'est terrible parce que c'est des jeux en ligne où l'enfant il commence à jouer, mais s'il sort du jeu, le jeu il continue. Donc, en sortant, il s'aperçoit il va rater des choses et du coup, l'attache, il veut plus, il veut pas quitter. Et puis, dans tout Internet, il y a toujours que ce soit Facebook, nous-mêmes, on a pu expérimenter ça. Il y a ce qu'on appelle fear of missing out, c'est-à-dire on a peur de rater quelque chose. Et ça crée pratiquement une espèce d'addiction. C'est-à-dire on a toujours besoin d'aller voir ce qui se passe, d'aller se connecter, parce que sinon, on va passer à côté de quelque chose d'hyper important. Voilà. Et ça, c'est alimenté, en fait, c'est alimenté par les réseaux sociaux et par ceux qui conçoivent tout ça. Alors, à quel moment on peut parler d'addiction, justement? Alors, je vais commencer par décrire un peu quels sont les mécanismes de l'addiction parce que c'est un peu toujours pareil, c'est toujours le même mécanisme, quelle que soit l'addiction, que ça soit une addiction au jeu ou au smartphone, ou que ça soit une addiction plus grave à l'alcool, aux drogues, etc. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on a dans le cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense. C'est-à-dire que c'est un circuit dopaminergique. C'est une stimulation de la dopamine qui se crée dès qu'il y a un plaisir quelque part. Donc, dès qu'on trouve du plaisir quelque part, ça va stimuler la réponse dopaminergique et notre cerveau va chercher à reproduire ce plaisir pour avoir encore cette dose de dopamine. Alors, on a ça dans tout. Le modèle initial sur lequel nos cerveaux s'est construit, c'est l'amour, en fait. C'est la première chose qui alimente ce circuit. Mais après, tout ce qui apporte du plaisir va venir s'inscrire dans ce même circuit. Après, tout le monde ne va pas tomber dans l'addiction, parce que là, ça serait trop facile, parce qu'on a tous ce circuit. Il suffirait qu'on aime quelque chose, que ça nous apporte du plaisir pour qu'on devienne addict. Or, non, ce n'est pas toujours le cas. On peut rester dans le plaisir sans tomber dans l'addiction. Alors, à partir de quand on peut parler d'addiction? C'est quand ça commence à être problématique dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire quand ça prend le dessus par rapport aux autres activités, quand ça devient vraiment le centre de toute la vie de la personne et qu'à côté, eh bien, on voit apparaître d'autres signes, des signes de tristesse. Quand la personne ne fait pas cette activité-là, elle va être triste ou elle va être irritable, facilement énervée, avoir des troubles du sommeil, de l'alimentation. Voilà, donc tous ces signes, en fait, ils viennent nous alerter. Et on ne tombe pas dedans par hasard, j'ai envie de dire. Pourquoi un enfant va tomber dans l'addiction? En général, alors, on peut pas, voilà, j'aime pas trop faire des généralités, mais c'est que ça cache quand même un problème plus profond. Quand il y a une addiction, il faut aller chercher qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que ça vient remplir d'un vide, qu'est-ce que ça vient nous dire de cet enfant. Est-ce qu'il fuit quelque chose? Est-ce qu'il se réfugie par rapport à, je ne sais pas, imaginons un problème dans le couple parental, un problème de harcèlement à l'école. Bref, n'importe. Il faut aller chercher qu'est-ce qui fait que cet enfant il se réfugie là-dedans. C'est souvent l'arbre qui cache la forêt.
Voilà, c'est pas le problème en soi, c'est pas l'addiction, mais c'est qu'est-ce que ça vient cacher de ce que l'enfant vit par ailleurs et qu'est-ce qu'il fuit. Voilà, alors ça va se traduire par des résultats scolaires en baisse, tout ça. Il faut vraiment faire attention aux signes qui alertent. Mais voilà, c'est pas parce qu'un enfant joue beaucoup qu'il est dans l'addiction non plus. Ça va être vraiment quelque chose qui prend tout le temps, qui est, euh, qui est très inquiétant. C'est pas juste, il veut pas lâcher son téléphone et c'est pas juste une question de temps. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent alerter. Euh, voilà, donc je reprends un petit peu. Donc la tristesse, l'irritabilité, des troubles du sommeil, peut-être des cauchemars, l'alimentation qui est perturbée. Euh, alors des jeux, les jeux auxquels ils jouent aussi, il faut s'y intéresser. Des fois, c'est juste des jeux répétitifs et stéréotypés, c'est pas des jeux constructifs ou intéressants ou stimulants. Ils jouent seuls, ils jouent pas avec d'autres. Voilà, l'isolement, tout ça, ça peut alerter. Et là peut-être il faut aller consulter. Je pense que c'est des signes qui nous montrent qu'il y a quand même une souffrance derrière. Alors, quelles sont les recommandations? Je ne sais pas, j'espère que je ne vais pas trop vite, je ne gère pas trop le temps, ça va? C'est parfait. Alors, les recommandations pour les parents, comment les aider à gérer leur temps, parce qu'aujourd'hui, c'est plus un problème de temps que de contenu, finalement. C'est vrai qu'il faut s'intéresser au contenu, savoir un peu qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils jouent, tout ça. Mais en général, ça, on arrive plutôt, surtout quand ils sont petits, à le maîtriser. Il faut s'y intéresser, c'est important. Mais le problème majeur, c'est le problème de la gestion du temps. Parce que quand on est dessus, ben, on ne voit plus le temps passer et on peut y passer des heures. Alors déjà, il faut adapter par rapport à l'âge de l'enfant. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode 3-6-9-12 qui a été développée par le psychiatre Serge Tisseron. Et en fait, c'est une méthode où il recommande, selon les âges, quelle consommation. Alors déjà, il dit qu'avant 3 ans, il faut absolument aucun écran. C'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose à proscrire. C'est un âge où l'enfant a besoin d'interaction sociale, d'interaction avec ses parents. Il a besoin de jouer, de parler, qu'on lui parle, qu'on joue avec lui, qu'on interagisse avec lui. Et tout passe par la sensorialité, par le regard, par le toucher. Il faut qu'il manipule des vrais objets, pas un écran. Donc, quand il prend un cube et qu'il le fait tomber, ben, ça roule, ça fait du bruit. C'est complètement différent que de faire quelque chose avec un cube sur un écran, quoi. C'est complètement, voilà, il y a tous les sens qui doivent s'éveiller et l'écran, c'est vraiment problématique à cet âge. Par contre, voilà, si, on ne peut pas y échapper. Un enfant de 3 ans, il va voir que ses parents ont un portable. On peut le laisser le toucher, enfin, 5 minutes, quoi, pas plus, lui montrer. Après, on peut être impressionné. Souvent, on voit des adultes qui sont impressionnés de voir comment des petits manipulent des téléphones. Ils savent swiper, ils savent passer d'un truc à l'autre et tout. Mais en réalité, ils ne maîtrisent rien du tout. C'est des choses complètement intuitives, tout ça. Et ils n'en retiennent rien, ils n'apprennent rien avec ça. Voilà, il ne faut pas croire que parce qu'ils arrivent à le manipuler, ils en retiennent quelque chose. Donc, c'est complètement piégeant et il ne faut pas rentrer là-dedans. Par contre, alors, il dit qu'entre 3 et 6 ans, on peut commencer à jouer avec eux, mais il faut que ça soit un temps de partage. C'est-à-dire qu'on peut leur donner un écran à partir du moment où on joue avec eux dessus. C'est à deux. On ne lui laisse pas le téléphone tout seul. Ou alors, si on peut regarder ensemble un dessin animé, les dessins animés, on peut les mettre à partir du moment où c'est bien défini au niveau temporel aussi.
Par exemple, qu'il y ait un début, une fin, pas lui mettre une série de dessins animés qui passent de l'un à l'autre sans cesse. Voilà, juste, on va regarder un dessin animé, il y a un début et une fin, point. C'est des petits moments comme ça de partage bien limités. Ensuite, entre 6 et 9 ans, ben, l'enfant, il va vouloir aller sur Internet, tout ça. On peut commencer à lui expliquer. On peut lui montrer certains outils, certaines applications avec lesquelles on peut créer des choses. Voilà, il faut que ça soit créatif. Il faut que ces outils soient des outils justement créatifs pour faire quelque chose avec, pas juste pour passer le temps, pour s'ennuyer. Voilà, il y a des applications créatives, des choses intéressantes. Ensuite, entre 9 et 12 ans, ben, l'enfant va vouloir explorer, il va vouloir y aller tout seul. On ne pourra pas l'en empêcher, malheureusement, il voudra aller sur Internet, il voudra aller voir ce qui se passe. Là, il faudra vraiment communiquer. Il faudra lui apprendre les dangers, il faudra lui apprendre à se protéger, lui expliquer que tout ce qu'il met sur les réseaux, ben, c'est là pour toujours, c'est tout le monde qui voit. Donc, il faut faire attention à son image, il faut faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu mets dedans et à ce que tu regardes aussi et lui expliquer vraiment les choses. Et puis, à partir de 12 ans, ben, là, on ne maîtrise plus grand-chose, mais il faut lui toujours montrer qu'on est disponible, qu'on est là pour parler. Il faut toujours vraiment communiquer, c'est la clé. Toujours communiquer, toujours mettre en garde et bien sûr, établir des règles. Ça, c'est une chose très importante à tout âge. Il faut établir des règles. Alors, je n'aime pas être trop dans les recommandations parce qu'on a l'impression que si on n'est pas là-dedans, ben, on culpabilise ou on fait mal les choses. Il n'y a pas une seule façon de faire. C'est comme quand on vous dit, bon, mangez 5 fruits et légumes par jour, si vous ne le faites pas, ce n'est pas très grave. Mais bon, on sait qu'il y a une bonne façon de faire et puis on essaye de s'en rapprocher le maximum. Alors déjà, il faut établir des règles et la première, c'est les repas en famille, c'est sans écran. Déjà, la première règle, à mon sens, c'est de donner l'exemple. Parce que les parents, en fait, les enfants, ils font tout ce qu'ils voient. Ils reproduisent tout ce qu'ils voient chez leurs parents. Et quand un enfant, depuis tout petit, ben, il voit ses parents avec un portable, ben, il n'a qu'une envie, c'est d'être lui aussi le plus vite possible sur un portable. Donc, il faut vraiment donner l'exemple depuis tout petit, euh, montrer qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a des moments sans. Et c'est à nous de montrer vraiment que c'est possible. Ça me fait penser à un exemple qui avait été donné d'un bébé qui portait tout le temps sa main à l'oreille comme ça. Et ses parents s'inquiétaient, ils se demandaient est-ce qu'il avait un problème, ils l'ont emmené voir un ORL et tout pour voir ce qui se passait dans ses oreilles. Mais en fait, il ne se passait rien, il n'avait rien. C'est juste qu'il voyait tout le temps son père avec le téléphone à l'oreille. Pendant que son père le baladait, il avait le téléphone à l'oreille, il parlait tout le temps. Et l'enfant, il faisait pareil, quoi. Ben, voilà, il faut savoir que nos enfants, ils font tout pareil comme nous. Alors, si on est tout le temps connecté, tout le temps sur le téléphone, tout le temps sur nos écrans, ben, ils vont faire exactement la même chose et ils ne comprendront pas qu'on leur dise de faire autrement. Donc, voilà, première règle, donner le bon exemple. Quand on est à table, ben, on met les téléphones de côté, on essaye de faire un panier où tout le monde pose son téléphone dedans, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Il y a des heures comme ça où sans téléphone. Déjà les repas et puis le soir avant d'aller dormir. Hors de question de prendre le téléphone dans la chambre pour aller dormir parce que là, c'est pas possible, on maîtrise plus rien. Eh ben, le réveil, on le remplace par un vrai réveil, tout simplement. Il y a des applications dont en fait, les smartphones ont pris la place de tellement d'objets que finalement, on se rend compte qu'on passe à côté de plein de choses et on le laisse là sur notre table de nuit, c'est notre réveil, c'est notre calculette, enfin, c'est tout, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Alors, je crois que voilà, déjà, le réveil, se mettre un réveil classique,
ça évite d'avoir son téléphone sur sa table de chevet. On ne le met pas dans la chambre. Déjà, rien que les ondes que ça émet et tout, franchement, dans la chambre à coucher, ça n'a pas sa place. Et voilà, donc une des règles, pas de téléphone dans la chambre, pas de télé déjà dans les chambres des enfants, ça c'est sûr, pas de télé dans les chambres d'enfants. Et toujours préférer les écrans partagés, c'est-à-dire qu'on va préférer voir un film ensemble. Il faut essayer d'établir, par exemple, une règle. Une fois par semaine, on se fait un film en famille. Tout le monde regarde le film. Voilà, c'est un moment de partage. Il faut que les écrans restent un moment de partage. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui isole, mais plutôt quelque chose qui rassemble. Un jeu à plusieurs, par exemple, avant il y avait la Wii, je ne sais pas si ça existe toujours. Enfin, ce genre de jeu à plusieurs en famille, c'est super sympa. Quand les enfants jouent à un jeu, essayer de s'y intéresser, de savoir qu'est-ce que c'est, que lui aussi nous apprenne quelque chose. Il sera tout fier de nous montrer, de nous apprendre un nouveau jeu, de nous expliquer les règles d'un jeu qu'on ne maîtrise pas. Ça peut être sympa. Voilà, toujours montrer qu'on s'intéresse, communiquer, essayer de comprendre et si on peut, si on en a le goût, jouer avec eux, pourquoi pas. Ensuite, par exemple, une autre règle qui peut être intéressante, c'est de dire que les outils numériques, ils sont à toute la famille. Par exemple, l'iPad, il est à tout le monde. Il n'est pas juste à toi. Parce que voilà, ça évitera qu'il se l'accapare et qu'il reste dessus. Alors là, on va établir des règles de partage du temps. Voilà, tel jour, il est à toi, tel jour, il est à ton frère, tel jour, il est à ta sœur. Voilà. Et puis, établir aussi, bien sûr, une limite de temps, 1 heure par jour, des choses comme ça. Alors, après, pour ne pas être que dans les frustrations comme ça, il faut aussi développer d'autres activités pour remplacer ces temps-là, pour ne pas que l'enfant s'ennuie, il faut lui proposer d'autres activités. Il ne faut pas que, en fait, il ne faut surtout pas se servir de ces outils-là comme, comme d'une punition, comme d'une récompense plutôt, ou comme pour calmer l'enfant, pour qu'il reste tranquille. Ça, c'est horrible parce qu'après, ça devient comme une tétine ou un doudou. Là, voilà, c'est le meilleur moyen de l'attacher à ces objets-là, c'est quand on lui donne pour qu'il se calme. Voilà, donc là, faire attention à ça parce que c'est vrai qu'on s'achète la paix, mais à quel prix? Après, il faut pouvoir lui enlever. Il y a ça et donc, qu'est-ce que je disais? Alors, il faut fixer les temps d'écran. Alors, fixer les temps d'écran, c'est hyper important, mais ça, il faut le faire à l'avance. Ce n'est pas une fois qu'on lui donne qu'on va lui arracher des mains au bout d'1 heure. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il faut favoriser l'autorégulation de l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apprenne lui-même à gérer son temps. Par exemple, lui expliquer que voilà, tu as droit à 1 heure de téléphone. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors, il va vous dire, par exemple, je vais jouer à tel jeu. Alors, à quel moment tu penses que tu peux t'arrêter de jouer? Parce que voilà, ce qui peut créer des conflits avec les enfants, c'est par exemple de lui arracher des mains alors qu'il est en pleine partie. C'est comme si en fait il était en train de construire une tour avec son Lego et que d'un coup vous venez et vous lui mettez un coup de pied dedans. C'est pas possible. C'est normal qu'il va faire une crise de pleurs, etc. Donc déjà déterminer à l'avance avec lui à quel moment il peut poser son téléphone sans que ça pose problème. À quel moment du jeu. Quand est-ce que tu penses que tu auras… à quel moment du jeu tu penses que tu peux avoir fini? Par exemple, si tu as perdu au bout de tant de fois, bref, il doit vous dire. Et essayer lui-même de s'y tenir, parce qu'on ne va pas surveiller, mais vraiment de manière à ce qu'il puisse s'autoréguler lui-même, qu'il sache à l'avance à quel moment il doit s'arrêter, parce que sinon, c'est sans fin. Alors ensuite… bien sûr, il faut adapter le contenu et le temps selon l'âge. Comme on l'a dit tout à l'heure, la règle des 3, 6, 9, 12. Donc, après, il faut voir aussi les contenus. Il faut veiller à ce que ce soit des contenus adaptés à son âge, pas trop violents, tout ça.
Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Oui, qu'il fallait surtout pas en faire un moyen de chantage, de récompense, ou pour le calmer. Là, c'est clair que ça devient, une espèce de doudou, il peut plus s'en passer et même il va faire des crises pour l'avoir parce qu'il va savoir que quand il fait une crise, ben, c'est la récompense. Voilà, ne pas diaboliser surtout, mais s'intéresser, communiquer, partager et lui apprendre à gérer son temps. Moi, j'ai parlé de tout ça. Voilà, et surtout, proposer d'autres activités, des activités sans écran. Il y en a plein, des sorties, du sport, des jeux de société, dessiner, faire des travaux manuels. Enfin, il faut passer du temps avec son enfant et partager, des choses concrètes. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je ne sais pas maintenant si vous avez des questions, je serais Magni ravie d'y répondre. Magnifique Valérie, c'était vraiment très riche en informations. Alors, c'est très intéressant. J'ai une petite question à te demander, s'il te plaît. Tu insistes beaucoup sur la communication avec l'enfant, le relationnel, lui expliquer vraiment qu'il s'autogère au final. Mais alors, Oui. qu'est-ce que tu vas mettre dans ta communication? Comment tu vas qu'est-ce que tu vas lui dire à ton enfant? Déjà, il faut s'intéresser à ce qu'il fait. S'intéresser à son jeu, à quoi tu joues, de quoi il s'agit, qu'il vous raconte. En fait, que, que vous puissiez aussi stimuler sa capacité narrative, qui raconte un petit peu que fait son héros, euh, quel est l'objectif du jeu, où il faut aller, etc. Voilà, déjà s'intéresser à lui et, euh, et partager si possible. C'est ça, en fait, l'amener à partager avec vous, que ça ne soit pas un moment où il s'isole, mais plutôt un moment où il va partager un bon moment avec ses parents, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, avec ses amis. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Quand je parle de communication, c'est pour éviter l'isolement et pour participer, pour ne pas aussi que ça soit quelque chose de conflictuel, quelque chose voilà, je joue parce que vous n'y comprenez rien, donc ça c'est mon monde, je m'enferme dedans. Non, montrer qu'on comprend, qu'on s'intéresse, qu'on n'est pas complètement largué non plus. Voilà, c'est important aussi que l'enfant le sache. Super, merci beaucoup Valérie. C'est très intéressant ce que tu nous as dit sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire que aujourd'hui, on paye pour qu'on puisse rester longtemps sur les écrans. Exactement. Voilà, on paye par notre attention. C'est-à-dire que c'est comme ça que les réseaux sociaux gagnent de l'argent, parce que plus on reste connecté, plus ils vont pouvoir nous mettre des publicités, et c'est comme ça qu'en fait, ils se font payer. Mais comment ils gardent notre attention? Ben justement, c'est en faisant apparaître des trucs constamment, des nouvelles choses, tout ça, de manière à ce que si on ne se connecte pas, ben, on aura l'impression d'avoir raté des choses. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Valérie. Une dernière question. Toi, tu es addictologue et tu nous as expliqué ce soir les mécanismes de l'addiction, tout ce Mhm. processus-là de la dopamine. Est-ce que tu peux nous donner quelques outils? Comment sortir de l'addiction? Alors, sortir de l'addiction, c'est la première chose à savoir, c'est que quand on sort d'une addiction, on se retrouve avec un grand vide parce que c'était quelque chose qui prenait beaucoup de place dans la vie. Donc, la première chose qu'on doit faire quand on veut sortir d'une addiction, c'est développer d'autres centres d'intérêt, d'autres choses qui vont nous occuper, qui vont faire que on va remplir ce temps vide que ça va nous laisser. Ça, c'est une des premières choses à faire. Alors, ça passe par des plannings, par se créer de nouveaux centres d'intérêt, faire du sport, faire tout ce qu'on peut faire de manière à remplir ce vide que ça va créer. Voilà, quelle que soit l'addiction, ça, c'est un des premiers conseils. Et merci Valérie, c'est très intéressant. Alors, je peux donner la parole aux participantes. Si vous souhaitez poser une question à Valérie, elle est en live. Nous avons la chance de l'avoir avec nous ce soir, en direct du Maroc. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par écrit, soit par
C'est facile. Non. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'était très riche, très clair, Valérie. Franchement, c'était très construit. Tu nous as Merci. fait vraiment une panel d'informations très enrichissantes. Est-ce qu'on a des questions? Alors, non, il n'y a pas de questions qui s'affichent. Non, donc ça veut dire que c'était très clair. On n'a jamais tout dit, mais bon. Bien sûr, c'est- tu nous as donné des bonnes bases. Merci beaucoup, Valérie, pour tout ce Avec, temps investi, parce que je sais que toi, tu nous fais une conférence en un peu moins d'1 heure, mais ça prend tellement de temps en préparation. Donc, vraiment, merci pour cette préparation. Merci pour toutes ces stratégies-là que tu nous as parlé, toutes ces astuces que tu nous as dit. Je suis sûre que ça va tellement aider les mamans. Merci infiniment. avec grand plaisir. Merci à toi, Yardena, vraiment. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Ben voilà, avec grand plaisir. Je te remercie. Voilà, si les personnes me demandent tes coordonnées, je leur transmets Avec euh, plaisir. s'ils veulent avoir voilà, plus Avec d'informations. Merci Valérie. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et à la semaine bientôt. prochaine, si Dieu veut. Au Au revoir. revoir. Merci.